les communistes. À l'ouest, les capitalistes. La guerre froide leur permet de poursuivre leurs recherches pour le compte des services secrets. L'objectif s'appelle à présent Mind Control, le contrôle mental. Quand il est question de substances psychoactives ou psychotropes, l'expérimentation sur des humains est essentielle. La lutte pour la suprématie mondiale ne laisse pas de place aux scrupules. L'efficacité avant tout. Les chercheurs mettent désormais au point des poisons et des substances psychotropes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'un sujet à la fois troublant et fascinant. Les expériences scientifiques menées durant la guerre froide. Nous explorons un iceberg des pires atrocités commises au nom du progrès scientifique sous le régime de l'URSS. Nous commencerons par la surface de cet iceberg, puis progressivement, nous descendrons dans les ténèbres des expérimentations les plus effroyables. Préparez-vous à découvrir des vérités cachées et des secrets insondables, à mesure que nous dévoilons les couches les plus sombres de ce chapitre obscur de l'histoire. Attention, le contenu de cette vidéo peut contenir des images choquantes. Certains chapitres incluent des séquences authentiques qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. Pour ce premier niveau, nous aborderons non pas une expérience scientifique, mais plutôt une réflexion philosophique qui servira de préambule à notre exploration. Ce prologue introduira les thèmes et les questions qui nous guideront à travers les couches plus profondes et troublantes de cette vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de la cryogénisation et des recherches sur l'hibernation humaine? Ce que peu de gens savent, c'est que ces idées trouvent des racines dans la pensée d'un homme du 19e siècle. Nikolai Fyodorov. Philosophe visionnaire, il a imaginé l'impensable. Ressusciter les morts grâce aux avancées technologiques. Nikolai Fyodorov, né en 1829 et mort en 1903, était un philosophe et penseur russe, célèbre pour son concept de la philosophie de la cause commune. Il est connu pour son idée de la résurrection des morts. Il a une vision où la science et la technologie pourraient un jour ramener les défunts à la vie. Fyodorov prenait également une vision radicale de la fraternité humaine et de l'unité, cherchant à transcender les frontières nationales et individuelles pour atteindre un but commun. Son œuvre a influencé divers mouvements de pensée en Russie et au-delà, notamment dans le domaine du transhumanisme. Fyodorov croyait que la science devait repousser les frontières du possible, que ce soit pour vaincre la mort ou pour coloniser les étoiles. Il n'a peut-être pas mené d'expérience d'hibernation à proprement parler, mais son rêve d'immortalité a posé les bases d'une réflexion qui inspire encore les scientifiques aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que certains chercheurs modernes, en travaillant sur l'hypothermie thérapeutique ou même à la cryogénisation, explorent des techniques qui ressemblent étrangement aux idées de Fyodorov. Ces technologies permettent de ralentir le métabolisme humain, comme si le corps entrait en hibernation, en attente d'une renaissance ou d'une future guérison. Imaginez un système d'armement capable de détruire la planète, même si ses créateurs sont déjà morts. Un mécanisme de riposte automatique sans aucune intervention humaine. Ce cauchemar de la guerre froide, c'était le projet Dead End. Conçu dans les années 1980 au plus fort des tensions entre les États-Unis et l'URSS, Dead End n'était pas juste un concept de science-fiction. Ce système de défense ultra secret à l'époque avait un seul but. S'assurer que l'Union soviétique puisse riposter avec une frappe nucléaire dévastatrice, même si toute la planète devait être adhérente. En cas d'attaque nucléaire massive contre l'URSS, Dead End pouvait se déclencher automatiquement, même si aucun commandant ne restait en vie pour donner l'ordre. Il était équipé de capteurs capables de détecter une attaque nucléaire grâce à ses variations de pression atmosphérique, d'intensité lumineuse et de séismes provoqués par les explosions. Une fois activé, ce système aurait envoyé un missile de commande qui aurait traversé le territoire soviétique en émettant des signaux de lancement à toutes les bases nucléaires restantes, ordonnant une frappe massive contre les ennemis de l'URSS. À cette époque, la dissuasion nucléaire était la clé pour éviter une guerre totale. L'URSS voulait assurer que même dans un scénario d'apocalypse, elle pouvait emporter ses ennemis avec elle,
En d'autres termes, Dead End incarnait l'idée de la destruction mutuelle assurée à son paroxysme. Le plus incroyable, c'est que pendant des décennies, l'existence de ce système est restée un mystère. Ce n'est que bien après la chute de l'URSS que les détails ont commencé à émerger. Mais même encore aujourd'hui, beaucoup d'aspects restent classifiés, et certains pensent que ce système est peut-être encore actif, prêt à s'activer en cas de catastrophe. Au-delà des armes nucléaires et des avancées spatiales, un autre champ de bataille restait caché dans l'ombre. Celui du contrôle mental et des expériences sur les psychotropes. Un monde secret où la manipulation de l'esprit humain devenait une arme. Dans les années 60, alors que la CIA menait des projets controversés comme le MK-Ultra, les soviétiques se sont lancés dans des recherches tout aussi troublantes. L'objectif, créer des agents parfaits, capables de suivre des ordres sans poser de questions, ou pire encore, d'effacer ou contrôler les pensées de leurs cibles. Ce n'était plus de la science-fiction, c'était un cauchemar technologique que l'URSS espérait transformer en réalité. L'un des aspects centraux de ces recherches était l'utilisation de substances psychotropes, des drogues capables de modifier la perception, les émotions et même la volonté des individus. Les services secrets soviétiques, notamment le KGB, ont exploré de nombreuses substances, allant du LSD à des composés chimiques bien plus puissants et méconnus, cherchant à trouver la potion parfaite pour contrôler les esprits. Mais ces expériences ne se limitaient pas à la simple administration de drogue. Les scientifiques soviétiques ont également étudié des techniques comme l'hypnose, la privation sensorielle et les ondes électromagnétiques pour voir jusqu'où pouvaient-ils aller dans la manipulation mentale. Certains témoins rapportent que des cow-boys humains ont été soumis à des conditions extrêmes, isolation prolongée, privation de sommeil, et exposition à des sons ou des lumières constantes pour briser leur psyché et les rendre vulnérables à l'influence extérieure. L'un des projets les plus mystérieux portait le nom de Projet P, qui cherchait à exploiter l'hypnose combinée à des drogues pour implanter des commandes post-hypnotiques. L'idée que les espions ou des soldats puissent recevoir des ordres qu'ils n'auraient même pas conscience d'avoir, et qui seraient activés par un nom ou un signal précis, un véritable programme d'agents dormants. Même si beaucoup de ces expérimentations restent enveloppées de mystère, plusieurs rapports suggèrent que ces techniques étaient parfois testées par des prisonniers politiques, sans leur consentement. Les résultats étaient souvent dévastateurs, avec des effets secondaires psychologiques irréversibles. Quand on parle de conditionnement, le nom de Pavlov vient immédiatement à l'esprit. Vous connaissez sûrement ces célèbres expériences sur les chiens, où il avait réussi à associer une cloche à l'arrivée de la nourriture, déclenchant ainsi la salivation de l'animal à chaque son. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ces recherches ne sont pas arrêtées aux animaux. Dans l'URSS de l'époque, la quête pour comprendre et manipuler le comportement humain a pris un tournant encore plus sinistre, avec les bébés orphelins. L'histoire se déroule dans les années 1920, à une époque où la psychologie soviétique était obsédée par le concept de l'ingénierie sociale. Les chercheurs voulaient prouver que, tout comme un chien pouvait être conditionné, les êtres humains pouvaient être programmés dès leur plus jeunes âges. Et qui étaient des sujets parfaits pour ce genre d'expérience? Les orphelins. Des bébés vulnérables, retirés de toute influence extérieure, laissés entièrement à la merci des scientifiques. Inspirés par les travaux de Pavlov, ces psychologues soviétiques ont tenté de créer des réflexes conditionnés chez les enfants en bas âge, dans l'espoir de prouver que l'humain pouvait être façonné dès le berceau. Ces bébés étaient souvent soumis à des stimuli sensoriels spécifiques, comme des lumières clignotantes ou des sons aigus, couplés à des récompenses ou des punitions. L'objectif, associer des comportements souhaités à des stimuli, exactement comme on l'avait fait avec les chiens de Pavlov. Mais ces expériences n'étaient pas simplement scientifiques, elles étaient aussi idéologiques. En URSS, l'idée derrière ces projets était de créer un nouvel homme soviétique, une génération d'individus modelés dès la naissance pour être obéissants, loyaux et complètement dévoués à l'État. Les orphelins n'ayant aucune famille ni modèle d'attachement étaient considérés comme des pages blanches sur lesquelles le gouvernement pouvait écrire son propre récit. Les résultats de cette expérience, selon certains rapports, des comportements basiques pouvaient effectivement être conditionnés, mais à un prix énorme. Les enfants soumis à cette manipulation développaient souvent des troubles émotionnels et psychologiques profonds, incapables d'établir des liens affectifs normaux. L'absence de stimulation émotionnelle et le traitement mécanique des soins laissaient de nombreux orphelins avec des séquelles à vie, tout simplement incapables de s'intégrer socialement ou de se développer de manière saine. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique, obsédée par le progrès technologique et militaire, se lançait dans des recherches audacieuses. Mais derrière le voile de la quête scientifique se cachaient des pratiques plus sombres. Des laboratoires secrets, enfouis dans les confins des installations militaires et des hôpitaux isolés, servaient de scène à des expériences dont la cruauté défie l'imagination.
Les prisonniers, considérés comme des simples outils dans cette quête, étaient soumis à des tests de radiation inhumains. Dans ces laboratoires cloisonnés, loin des regards indiscrets, des prisonniers étaient exposés à des taux monstrueux de radiation, parfois pendant des heures interminables. Imaginez ces lieux où l'obscurité était plus qu'une simple absence de lumière. C'était un silence oppressant, un lieu où l'humanité semblait se dissoudre sous l'effet de la science. Les résultats étaient aussi rapides que terrifiants. Les brûlures, les lésions organiques, les cancers, et pour certains une mort lente et agonisante. Le secret entourant ces expériences était presque aussi dévastateur que les effets eux-mêmes. Les conséquences de ces tests ont laissé des cicatrices profondes et invisibles. Ces victimes étaient souvent des prisonniers politiques ou des individus jugés indésirables, réduits à être des cobayes dans un jeu cruel où la compassion était absente. Pendant des décennies, ces expériences ont été enveloppées dans le mystère, avec des détails soigneusement occultés jusqu'à ce que des fragments de vérité commencent à émerger. Les tests de radiation sur les prisonniers soviétiques sont un sombre mystère de l'histoire. Un rappel effrayant de ce qui peut se passer lorsque la science perd son âme. Nous sommes à peu près à la moitié de cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que j'ai réussi à attiser votre curiosité. Et pour moi, c'est déjà énorme. Une vidéo de 15 minutes me prend en moyenne 30 heures de travail. Profitez de cet instant pour cliquer sur l'écran de votre téléphone et laisser un like. Ça ne vous prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément pour le référencement. Et ça me motive à maintenir le rythme d'une vidéo toutes les 15 jours. Allez, je vous prends pas plus de temps et on repart pour la suite. Imaginez être enfermé dans une pièce totalement silencieuse, sans lumière, sans contact humain, sans aucune stimulation extérieure. Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir avant que votre esprit ne commence à vaciller? C'est exactement le genre de questions que les scientifiques soviétiques se posent en pleine guerre froide, lorsqu'ils ont lancé leur expérience secrète sur la privation sensorielle. Dans les années 1950 et 1960, à une époque où l'URSS rivalisait avec les États-Unis non seulement pour la domination militaire, mais aussi pour le contrôle des esprits, des recherches ultra secrètes furent menées sur la privation sensorielle. Le but, découvrir comment l'esprit humain agit lorsqu'il est coupé de toute stimulation. Mais pas seulement. L'objectif ultime de ces expériences était bien plus sinistre. Manipuler l'esprit, briser la volonté et rendre les individus vulnérables à la suggestion et au contrôle. La privation sensorielle, c'est priver une personne de tous ses sens habituels. Plus de son, plus de lumière, plus de contact physique. En URSS, les sujets, souvent des prisonniers politiques ou des soldats, étaient placés dans des chambres d'isolation totale, ou parfois immergés dans des cuves d'eau à température corporelle, dans l'obscurité complète pour des périodes prolongées. Certains restaient dans cet état pendant des jours, voire des semaines. Les résultats étaient à la fois fascinants et terrifiants. Au bout de quelques heures, les sujets rapportaient des hallucinations, des pertes de repères temporels et des états de panique extrêmes. Au bout de quelques jours, beaucoup devenaient incohérents, avec des épisodes psychotiques. Leur esprit, privé de tout stimuli extérieur, commença à créer ses propres réalités, les plongeant dans un monde de rêves éveillés ou de cauchemars vivants. Derrière tout cela se cachait l'idée que la privation sensorielle pouvait être une forme de torture psychologique, une méthode pour briser les résistances mentales des individus sans avoir à utiliser la violence physique. Les chercheurs espéraient qu'en plongeant quelqu'un dans ce vide sensoriel, ils pourraient ensuite réimplanter des idées, conditionner de nouveaux comportements, ou même obtenir des informations cruciales lors d'interrogatoires. L'esprit humain devenait une table rase, prête à être réécrite. Des témoignages plus récents émergent après la chute de l'URSS, suggèrent que certaines de ces techniques ont été utilisées pour manipuler des prisonniers ou des dissidents politiques, les rendant incapables de résister aux manipulations psychologiques ou à la propagande du régime. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas si des sujets ont réussi à retrouver une vie normale. Vladimir Lazarev, un neurochirurgien et scientifique soviétique, s'est lancé dans des recherches audacieuses sur la réanimation des morts. Sa motivation, explorer les limites de la biologie et de la médecine pour comprendre les mécanismes de la vie et de la mort. C'était une époque où la science et l'idéologie se mêlaient et où le désir de transcender les frontières de l'existence humaine était puissant. Lazarev et son équipe se sont attaqués à des expériences inédites, utilisant des techniques innovantes pour tenter de réanimer des cadavres. Leur approche consistait principalement à essayer de restaurer les fonctions corporelles et cérébrales en utilisant des méthodes telles que la stimulation électrique et la perfusion de solutions nutritives dans les corps. Ils espéraient ainsi ramener les morts à la vie, ou du moins provoquer des signes de vie. Les résultats de ces expériences ont donné lieu à des récits troublants de ce que les contemporains ont appelé des zombies soviétiques. Ces individus, ramenés à une forme de conscience rudimentaire, semblaient privés de leur autonomie et de leur personnalité antérieure. Des témoignages rapportant des corps qui bougeaient de manière autonome, parfois en réponse à des stimuli externes, mais qui n'avaient plus de véritable conscience.
Malheureusement, les efforts de Lazarev n'ont pas mené à des réussites probantes. Les cadavres ne reprenaient pas véritablement vie, mais plutôt une forme d'animation, désordonnée et inhumaine. De plus, les expériences suscitèrent une controverse croissante parmi les scientifiques et les éthiciens. Les méthodes utilisées étaient jugées contraires aux principes éthiques de la recherche, et les résultats ne faisaient que renforcer les limites de la biologie humaine. Lazarev et ses expérimentations ont laissé un héritage ambivalent. D'une part, ils ont ouvert la voie à des discussions sur les limites de la science et les enjeux éthiques de la manipulation de la vie et de la mort. D'autre part, ils sont souvent restés dans l'ombre, victimes d'une réputation qui oscille entre le génie visionnaire et la folie scientifique. Aujourd'hui, ces expériences sont regardées comme une curiosité historique, un témoignage des ambitions humaines de maîtriser les mystères de la mort. L'histoire des zombies soviétiques et des recherches de Vladimir Lazarev nous rappelle que la quête de la connaissance peut parfois frôler les frontières du surnaturel. Elle pose des questions profondes sur la nature de la vie et de la mort, tout en illustrant les défis et les dilemmes de la science en quête de vérité. Si les rêves de réanimation des morts n'ont pas abouti, ils continuent néanmoins d'alimenter l'imaginaire collectif. Dans les années 1920, alors que le monde se relevait des horreurs de la Première Guerre mondiale, l'Union soviétique s'engageait dans des recherches audacieuses sur la médecine et la physiologie. Sergei Brukhonenko, un chercheur ambitieux, était avant-garde de ces explorations. Sa fascination pour les mystères du système nerveux et de la réanimation l'a conduit à des méthodes qui nous semblent aujourd'hui inhumaines et presque inimaginables. Brukhonenko a mis au point un dispositif révolutionnaire pour les coqs, appelé l'autojecteur, conçu pour maintenir la circulation sanguine et les fonctions corporelles indépendantes de la tête. Pour tester cette invention, il a utilisé des chiens, mais pas de manière conventionnelle. Les expériences appliquaient de décapiter les animaux tout en continuant de les maintenir en vie grâce à l'autojecteur. Imaginez la scène. Un laboratoire sombre où des chiens dépourvus de tête étaient maintenus en vie par un réseau complexe de tubes et de machines. Brukhonenko observait et enregistrait comment les fonctions vitales pouvaient être soutenues grâce à cette séparation radicale entre le cerveau et le corps. Ces mouvements réflexes des animaux et leurs réponses aux stimuli étaient minutieusement analysés, offrant des aperçus troublants mais fascinants sur la physiologie et la neurologie. Les résultats étaient à la fois déroutants et horrifiants. Brukhonenko parvint à démontrer que certaines fonctions corporelles pouvaient continuer de manière autonome, même après une décapitation, prouvant ainsi que les réflexes et certaines activités cérébrales pouvaient persister. Ces travaux, bien que scientifiques pour l'époque, ont marqué un tournant dans la compréhension des fonctions neurologiques, mais à un coût humain immense. Les chiens, traités comme des simples sujets de test, ont payé le prix fort pour ces découvertes. Les expériences de Sergei Brukhonenko sur les chiens décapités sont un sombre rappel des limites éthiques que l'humanité doit scrupuleusement respecter. Elles illustrent la seule tension entre la quête de la connaissance et le respect de la vie et de la dignité. Aujourd'hui, nous regardons ces événements avec une perspective critique, comprenant mieux les impératifs moraux qui doivent guider la science. Au début des années 30, en pleine révolution soviétique, les scientifiques cherchaient à repousser les limites de la biologie et de la génétique. Parmi eux se trouvait Ilya Ivanov, un biologiste réputé pour ses travaux en génétique et en reproduction. Ivanov, passionné par les mystères de la réalité, nourrit une idée audacieuse: créer un hybride entre l'homme et le singe pour explorer les frontières de l'évolution. Le projet d'Ivanov visait à mélanger les gènes humains et les gènes de singes pour créer une sorte d'hybride, une créature qui sera à mi-chemin entre l'humain et le primate. Ivanov obtint un soutien officiel pour ses recherches et se lança dans des expériences qui, pour l'époque, étaient à la fois avant-gardistes et controversées. Ivanov entreprit de recueillir des ovules de femmes et des spermatozoïdes de singes pour tenter de les féconder en laboratoire. Il se rendit en Afrique pour obtenir des singes et établir des partenariats avec des institutions locales. Le plan était de réaliser ces expériences dans des conditions rigoureuses, mais la réalité des travaux se révéla bien plus complexe et mystérieuse. Malgré les ambitions élevées d'Ivanov, le projet rencontra de nombreux obstacles. Les conditions techniques et scientifiques de l'époque limitaient considérablement les chances de succès. Les expériences se heurtèrent à des échecs répétés et à des difficultés éthiques majeures. Ivanov ne parvint jamais à produire un hybride viable, et ses travaux finirent par être interrompus et largement abandonnés. Le projet Ivanov restait entouré de mystères et de controverses. Les détails précis de ces expériences sont encore en partie cachés, et les raisons pour lesquelles le projet échoua sont sujettes à débat. Les tentatives pour créer un hybride humain-singe soulèvent des questions profondes sur les limites de la science et de l'éthique. Les ambitions d'Ivanov nous rappellent les défis et explorations scientifiques, mais aussi les frontières que la science ne devrait pas franchir. Le projet Ivanov est un exemple fascinant de la quête de l'humanité pour comprendre les mystères de la vie.
Ce chapitre audacieux de l'histoire soviétique nous rappelle à quel point les ambitions scientifiques peuvent parfois mener à des chemins obscurs et controversés. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de cette expérience t'a paru la plus dingue, et si tu aimerais que je fasse des recherches plus approfondies sur l'une d'entre elles. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément pour mon travail et ça me motive pour les prochains tournages. Et comme on dit chez moi, allez, ciao ciao!